Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et je vous propose aujourd'hui de faire ce premier cours de néphrologie. Donc, je me présente, je m'appelle Samy Lamine, je suis interne de cardiologie au CHU de Toulouse et aujourd'hui le tour que je vous propose de faire, c'est un tour plutôt sur le versant, euh, je dirais, hydroélectrolytique et également le versant insuffisance rénale. Ça va être le tour d'un certain nombre d'items. On va voir quand même près de 11 ou 12 items aujourd'hui. Donc ça va être un cours assez dense sur le plan du panel de choses qu'on va voir, mais comme vous allez le constater, j'ai simplifié pas mal les choses. L'idée n'étant pas de vous proposer quelque chose d'exhaustif, mais plutôt de vous mettre le doigt sur des éléments, je dirais, basiques de chacun de ces cours pour qu'ensuite vous puissiez de votre côté reprendre tranquillement les diapositives, tranquillement votre ouvrage, pour pouvoir être le plus près possible pour la néphrologie, qui est une matière qui n'est pas simple. Donc j'ai pris ce parti d'aller plutôt sur quelque chose de simple, parce que vous allez quand même être assez nombreux à être en quatrième ou cinquième année, de regarder cette conférence aux alentours d'un premier ou d'un deuxième tour. Mais ne vous inquiétez pas, on va balayer beaucoup de choses et s'entraîner également. Alors au menu d'aujourd'hui, pas mal de dossiers, on a 9 dossiers et on en aura encore plus quand on va faire ensemble la partie TP avec l'entraînement. Petit point méthodologie, donc la néphrologie aux ECN, tout comme la cardiologie, ça tombe. Et donc là, je vous ai mis un peu les items qui tombent le plus, avec aussi en bonus la partie ECN 2024, EDN 2024, pardon. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui tombe très souvent, c'est les anomalies de la kaliémie, l'équilibre acide-base, les néphropathies glomérulaires et bien sûr tout ce qui est insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique, ça tombe aussi. Euh, et puis ensuite la partie hypertension artérielle qui est un peu à cheval avec la cardio, mais également la partie infection urinaire qui sera plutôt à cheval avec l'infectiologie. Toujours sur le plan méthodologie, je vous propose ici les items qui sont les plus cruciaux en néphrologie. En fait, ça, c'est les diapos tirés de la conférence de méthodologie pour ceux qui ont assisté. Globalement, tous les items du collège de néphrologie sont à bosser, mais peut-être un petit bémol sur l'ithiase urinaire qui est quand même plutôt à bien maîtriser en urologie, notamment dans la fiche LISA d'urologie dans laquelle vous trouverez vraiment les dernières recommandations sur la prise en charge de l'ithiase urinaire. Et ensuite, les items comme par exemple l'hypertension artérielle de l'adulte qui sont très bien traités dans d'autres supports. Et je dirais également que l'item sur les infections urinaires sera plutôt l'apanage des infectiologues. Mais sinon, globalement, en dehors de ça, vous pouvez vous cantonner à l'ouvrage du QN qui est vraiment excellent. Avec là, je vous ai mis quelques conseils. Je dirais que vraiment dans l'absolu, cet ouvrage est très bon et peut être un support de référence. Je veux dire un support final. C'est pas la peine d'aller forcément chercher trop de fiches, des choses ultra synthétiques, mais les chapitres sur lesquels vous pouvez aller plutôt sur des fiches vont être les chapitres, on va dire, faciles sur le plan de la compréhension. Je dirais notamment les chapitres sur la kaliémie, la calcémie, peut-être aussi les troubles acide-base. J'aurais tendance à vous dire aussi que tout ce qui va être hypertension peut être vu sur des fiches communes avec la cardiologie. Et sinon, globalement, tout ce qui va être le versant de l'hypo, de l'hypernatrémie, tout ce qui va être le versant de la néphropathie, des néphropathies glomérulaires, je vous conseille vivement de lire et de relire le collège pour bien appréhender ces notions. Alors, on attaque tout de suite avec le cas de Monsieur B. Alors, comme d'habitude sur les enregistrements, je vais aller très vite sur les QCM pour ne pas que l'enregistrement dure trop longtemps. Et vous faites pause à chaque fois pour que vous puissiez lire les énoncés et prendre le temps de réflexion. N'oubliez pas, prenez-vous du brouillon, allez-y, mettez-vous à fond dedans. On va attaquer là tout de suite. Alors, donc vous êtes médecin urgentiste, vous recevez Monsieur B, qui est un homme de 65 ans, qui vous est envoyé par son médecin traitant pour prise en charge urgente. Il a des œdèmes, il a une fatigue importante, il a une diurèse qui est un peu diminuée depuis ces derniers jours, et sur un bilan biologique qui avait été réalisé par le médecin traitant, on voit 265 micromoles par litre de créatininine. Et donc ça, c'est une évolution rapide de ces symptômes sur les 48 dernières heures, et puis sur les derniers bilans de routine de son médecin traitant,
la créatinémie était plus basse que cette valeur-là. Alors, petite question, QROC de cours, j'aurais envie de dire un peu fourre-tout puisque je vous demande plusieurs choses, mais qui rentrent quand même en 5 mots. Alors, je vous demande, pour la formule CKD-EPI, qui est utilisée très fréquemment pour calculer des bifurcations communulaires, quels sont les 4 facteurs qui sont inclus dans cette formule et quel est le facteur important qui n'est pas pris en compte. Alors, ce type de question-là ne pourra pas tomber le jour J, puisqu'on vous demande de dire en gros 4 trucs qui y sont et un truc qui n'y est pas, mais au final, on va lister ces 5 éléments, et donc, il nous faut en facteur inclus l'âge, le sexe, la valeur de créatinémie et l'ethnie. Le facteur qui n'est pas inclus et qui induit donc une variabilité des résultats sur, en gros, la corpulence de l'individu, eh bien c'est le poids corporel. Question numéro 2. Quels sont les éléments qui auraient pu orienter vers une cause chronique de l'augmentation de la créatinémie chez M. B? Donc là, ce patient, on sait que cette augmentation est aiguë, puisqu'on vous l'a dit dans l'énoncé, l'augmentation, elle est, voilà, ça fait sur les 48 dernières heures, il y a eu une augmentation. Avant ça, les valeurs qui avaient eu lieu dans des bilans de routine étaient plus basses. Mais on vous demande dans l'absolu, quelles seraient les choses qui vous orienteraient plutôt vers du chronique? Donc je vous laisse faire pause, réfléchir un petit peu, et je vous propose cette correction. Alors, la présence d'une anémie normochrome normocytaire, oui, ça m'orienterait plutôt vers du chronique, parce que vous le savez, on va le revoir et je vais vous le réexpliquer, l'insuffisance rénale chronique, c'est une insuffisance de toutes les fonctions rénales. C'est pas que la fonction filtration. Et vous savez que dans la fonction rénale, il y a également une de ces fonctions qui est la production d'érythropoïétine qui va participer à la production de la lignée érythrocytaire. Et donc, anémie normochrome normocytaire, ça m'aurait orienté plutôt vers une cause chronique. Des reins de petite taille à l'échographie également, ce sont voilà, des signes échographiques d'atteinte rénale avancée, souvent avec un cutoff inférieur à 12 cm de grand axe. Hypocalcémie par carence en vitamine D active, et donc là par vitamine D active j'entends bien une vitamine D qui est hydroxylée en 1-alpha, et donc ça c'est également plutôt évocateur de quelque chose de chronique, puisque dans les fonctions du rein, vous avez cette fonction d'hydroxylation en 1 de la vitamine D, et donc qui la transforme en vitamine D active. Hypocalcémie en contexte de rhabdomyolyse, là par contre c'est non. Pourquoi? Parce que le contexte de rhabdomyolyse est un contexte aigu qui ne doit pas faire évoquer une cause chronique. Et l'absence de contexte aigu, c'est-à-dire l'absence de déshydratation, l'absence de choc et l'absence de contexte évocateur de type infectieux, événements intercurrents, prise de médicaments, ça doit vous amener à vous poser la question d'un fond chronique à l'insuffisance rénale. Quel est le nom de la classification permettant de stratifier l'insuffisance rénale aiguë? Alors je vous laisse réfléchir un peu. Et la réponse est la classification CADIGO. On va revoir après ce qu'elle contient. Quel examen de première intention réalisez-vous pour explorer l'insuffisance rénale aiguë de Monsieur B? Donc là, quelle est la première chose à faire, la première chose à laquelle vous devez penser? Et donc ça, c'est l'échographie des voies urinaires, puisque vous le savez, on vous le présente tel quel dans votre cours, vous devez toujours éliminer la cause obstructive avant de dérouler votre examen, vos examens complémentaires qui vont vous amener à comprendre la cause. Alors faites attention, il est arrivé dans certains énoncés de néphrologie qu'on ne vous demande pas forcément un examen complémentaire, mais qu'on puisse vous demander par exemple des questions d'interrogatoire, qu'on puisse vous demander des éléments cliniques chez le patient. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait, pour orienter le diagnostic étiologique, eh bien, aller vers des questions comme l'hypertension artérielle, la présence d'œdème, des éléments cliniques qui nous diraient, eh bien, si le patient est devenu d'un seul coup hypertendu avec des œdèmes, peut-être que c'est plutôt de l'aigu. Peut-être que s'il s'est mis à uriner énormément, il y a peut-être une atteinte glomérulaire dans l'histoire, ou alors quelque chose comme du diabète insipide. Voilà. Mais là, sur de l'examen complémentaire de première intention, échographie des voies urinaires, vous pouvez cocher sans trop hésiter. L'échographie des voies urinaires est normale. Quels examens complémentaires allez-vous réaliser pour affiner votre diagnostic?
Alors je vous laisse réfléchir, vous mettez pause, et moi je vous propose cette correction. Un ionogramme sanguin? Oui. Un dosage de l'urée dans le sang? Oui. Un dosage des protéines des 24 heures ou une mesure de la protéinurie à un instant T? Oui. La scintigraphie rénale? Non. Pas d'indication en aigu de la scintigraphie rénale, notamment chez l'adulte. Ça peut trouver sa place parfois dans l'étude néphro chez l'enfant, mais sinon la scintigraphie rénale n'est pas un examen qui prend sa place dans l'étude du NIRA. Et le ionogramme urinaire qui va nous permettre d'orienter sur de grandes causes, une fois qu'on a éliminé la cause obstructive, que sont les insuffisances rénales fonctionnelles et les insuffisances rénales dites organiques. Question 6. Curoc. Vous recevez les résultats des examens urinaires suivants. Urée sur créate plasmatique 110, fraction d'excrétion du sodium 0,5, rapport urinaire sur plasmatique, excusez-moi, petite coquille, j'ai oublié, urinaire, donc c'est urinaire sur plasmatique 20, et sodium urinaire 15 mmol par litre. Alors là, vous prenez votre feuille et vous m'écrivez en gros votre réponse. Est-ce que vous penchez plutôt vers une étiologie fonctionnelle, plutôt vers une étiologie organique? Moi, je suis assez d'accord avec ceux d'entre vous qui auraient écrit insuffisance rénale d'origine fonctionnelle. Pourquoi fonctionnelle? On va revoir après le tableau. Mais